Merci beaucoup. Madame, la division, vous l'avez dit, une arme historique de l'impérialisme occidental pour briser les luttes africaines. Qu'est-ce que vous faites dire ça et quelles sont vos preuves? Mes preuves. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations. Bonsoir à tous. Après le professeur de philosophie Franklin Nyamsi qui était sur ce plateau il y a quelques jours, nous recevons ce soir une invitée spéciale sur le plateau du Grand Débat. Il s'agit de Nathalie Yamb, une autre figure de la lutte anti-impérialiste qui est à Niamey depuis quelques jours. Avec notre invité et bien d'autres activistes de la lutte anti-impérialiste, nous allons parler de la conférence animée par Nathalie Yamb sur le thème « La division arme historique de l'impérialisme occidental pour briser les luttes africaines, comment l'AES peut y faire face ». Un thème développé à Dosso devant la jeunesse de la cité de Jarmakoy et ici à Niamey à la place AB au campus de l'université Abdou Moumoun de Niamey face à des dizaines et des dizaines d'étudiants et ensuite dans la grande salle du Centre international de conférence Mahatma Gandhi de Niamey devant un public nombreux venus soutenir tous les activistes de la cause anti-impérialiste. Nos invités sont donc Madame Nathalie Yamb, défenseur de la souveraineté africaine, leader d'opinion panafricaine. Monsieur Abdraman Oumarou, président Urgence panafricaniste, et Monsieur Ablaye Seydou, président du réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement, coordinateur national du mouvement M102. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation où nous allons parler de la lutte anti-impérialiste que vous menez durant des années pour libérer le continent africain de l'emprise de l'impérialisme occidental et beaucoup plus les États de l'Alliance du Sahel dans leur noble combat pour l'affirmation de leur souveraineté. Qu'est-ce que c'est que l'impérialisme occidental? En quoi l'impérialisme occidental est une arme de division pour briser les luttes africaines? Comment les États de l'AES peuvent faire face à l'hégémonie de l'impérialisme occidental? Qu'est-ce que la jeunesse de ces trois pays doit faire pour soutenir les trois chefs d'État de l'AES qui militent pour l'affirmation de la souveraineté totale de leur pays? Ce sont là plusieurs sujets qui feront l'objet de notre débat. Un débat que nous entamons avec cette question directement posée à Nathalie Yamb. Madame, pourquoi vous êtes à Niamey? Déjà, merci de me recevoir. Je suis à Niamey parce que Niamey, c'est chez moi. D'accord. Voilà. Très bien. Je suis connue comme étant la chevalière de Niamey. D'accord. Je reviens toujours avec grand plaisir ici. J'y séjourne comme à la maison. D'accord. Et c'est aussi parce que c'est le centre névralgique du combat le plus important qui se passe en ce moment sur notre continent. Okay. La reconquête de nos pays, la reconquête de nos ressources et la définition pérenne dans le temps de la souveraineté. C'est ici et dans les pays frères d'à côté, le Mali et le Burkina, que ça se passe. D'accord. Et donc je pense qu'il est important de montrer notre solidarité, de venir faire notre part. C'est ce que chacun doit faire. D'accord. Je voyage beaucoup. J'étais il y a peu de temps à l'université de Nairobi. Et je me rends compte dans mes voyages dans le continent africain que tous les regards sont portés sur l'AES. Oui. Tous les espoirs sont portés sur l'AES. Il y a aussi naturellement beaucoup de gens qui ont peur de ce qui se passe à l'AES parce que ça met en danger leurs intérêts. D'accord. Et donc il y a un besoin constant d'expliquer, de mobiliser, de faire des plaidoyers, d'attirer les attentions, de prévenir, de communiquer pour bien expliquer les enjeux, bien identifier les défis et bien penser les solutions. Et c'est pour ça que je suis là. Pour vous, je pose la question, Niamey est le centre névralgique de cette lutte. Ah oui, tout à fait. Et pourquoi vous le dites? C'est le centre névralgique parce que on constate que d'abord, aucun pays en Afrique, d'ailleurs aucun pays dans le monde, à part le Vietnam, n'a réussi à faire dégager l'armée française et à faire dégager l'armée américaine. En même temps, coup sur coup. Ouais. Il n'y a pas d'autre pays. Le Vietnam l'a fait. Oui. C'est vrai là-bas au prix de guerre. Bien sûr. Et d'une vraie guerre et physique des millions de victimes. Et des victimes en masse. Le Niger a réussi à faire dégager ces deux puissances impérialistes occidentales
dans la foulée, coup sur coup, sans avoir à faire couler une goutte de sang. D'accord. C'est extraordinaire. Ouais. Il y a beaucoup de pays dans le monde, et pas seulement en Afrique, qui rêveraient de faire la même chose. D'avoir les capacités, le leadership nécessaire pour le faire, d'avoir des populations qui ont la résilience et qui ont la souveraineté tellement ancrée en eux qu'ils se sont mobilisés et qu'ils ont réussi à faire dégager ces gens-là. L'histoire le retiendra pour des siècles et des siècles. D'accord. Merci, madame. On va rentrer dans le débat. Vous avez animé plusieurs conférences à Dosso, à la place Amadou Boubacar, au campus de l'Université de Niamey, et à Mahatma Gandhi. Pourquoi cette conférence et pourquoi le choix du thème? Alors, le choix du thème, parce que c'est une arme qui a été utilisée en permanence depuis des siècles par les Occidentaux. Les Occidentaux ont très vite compris que diviser était la meilleure façon de régner et de durer. Chaque fois qu'ils ont eu à faire face à des volontés d'émancipation, des volontés de maturation de peuples qu'ils avaient auparavant soumis, ils ont divisé pour régner. Et nous sommes actuellement en pleine phase de cela. Ils ont été battus dans le domaine de la présence militaire sur place ici, mais ça ne veut pas dire que notre adversaire est statique. Ça ne veut pas dire qu'il encaisse les coups et qu'il reste immobile. Il s'adapte. C'est ça. Il se reforme. C'est une hydre. On coupe une tête, il y en a une autre qui pousse. Bien sûr. Et je pense qu'il est très important de faire comprendre aux gens qu'on n'est pas arrivé près du but. On est au début d'une longue guerre. Et souvent, les gens sont impatients. Ils se disent, bon, ben ça va, les Français sont partis, les Américains sont partis, maintenant on veut du travail, on veut... Mais ce que j'explique dans ces conférences, c'est que l'État, la réforme fondamentale qui est en train de faire, la refondation qui est en train d'être faite, c'est pas quelque chose de superficiel. C'est Angela Davis disait que le radicalisme, c'est d'aller arracher les racines du mal et les enlever. Et c'est ce qui est en train d'être fait ici. C'est pas des opérations de cosmétique. Et donc un État c'est pas un petit vélo qu'on freine et puis on tourne. Un État, c'est un gros paquebot qui, même quand il freine, même quand il veut tourner, quand il freine, il continue quand même d'avancer, porté par son poids, porté par la houle, par la vague, Donc c'est pas un long fleuve tranquille. Et si certaines personnes peuvent penser que ça stagne ou on tarde à avoir les fruits, alors ils sont pas du tout. C'est que le Niger a fait ce que d'autres États n'ont pas fait en 60 ans. Ça, c'est sûr. En un an, bien sûr. Parce qu'il y a tellement de choses qui se sont faites qu'on a l'impression que ça fait des années qu'on est dedans. Et j'ai pensé que c'était important avec mes camarades, avec vos amis, voilà, de venir bien expliquer aux uns et aux autres que les défis sont nombreux. Et que nous sommes dans un mouvement de refondation, mais qu'il faut de la patience, de la résilience et de l'intelligence. D'accord. Merci, madame. Ablaye, bonsoir et bienvenue sur le plateau du Grand Débat. Pourquoi cette conférence et pourquoi le choix du thème? Parce qu'elle a dit, vous étiez à côté d'elle, que ce soit à Dosso ou à la place AB et puis à Mahatma Gandhi. Voilà. Je pense qu'elle a eu à le dire. Ce que je relèverais, c'est que ce besoin d'ailleurs de conscientiser nos populations, nos camarades, qui sont dans une lutte âpre, permanente, depuis les événements du 26 juillet, sinon bien avant, contre l'impérialisme et qui doit se matérialiser par la défense de notre souveraineté, nos intérêts stratégiques, et faire face au terrorisme qui est un phénomène importé, imposé pour pouvoir, n'est-ce pas, nous dominer et prendre le contrôle de nos ressources. Donc dans ce contexte-là, on sait que ce qui a été toujours l'arme utilisée par l'impérialisme pour mettre en œuvre ses plans, c'est véritablement la division. Donc déjà à sa dernière visite, on avait souhaité aborder en réalité cette thématique-là, mais son calendrier ne lui avait pas permis. Et on a continué à garder le contact pour échanger, parce qu'elle avait pris l'engagement de revenir plus tard et on va faire ça. Et donc c'est dans ce sens. Et aujourd'hui c'est chose faite. Et on aurait même souhaité en réalité aller au-delà de Dosso.
Mais malheureusement, son calendrier, le programme ne lui permet pas parce qu'elle a d'autres voyages, d'autres engagements et tout. À une autre occasion aussi, les autres régions nous en... Mais quand même, elle rattrape à travers ce débat que vous êtes en train de faire. Donc, pour nous, c'est extrêmement fondamental. C'est quand même un privilège de l'avoir. Et de la recevoir sur le plateau du Grand Débat. Du Grand Débat. Tout à fait. Et donc, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, le Niger, tous les yeux sont braqués sur le Niger par rapport à ce combat depuis le 26 juillet. Et au-delà du Niger, de l'AES, parce que nous sommes dans la Confédération des États-Unis et des États du Sahel, avec l'ambition d'aller vers la fédération, parce que c'est ce que les traités instituent comme ambition. Et donc, parce que l'histoire, c'est quoi son importance? C'est qu'elle doit nous permettre justement de tirer les leçons. Et donc on regarde dans les rétroviseurs et on regarde également le comportement des uns et des autres pour pouvoir échapper au piège. Et aujourd'hui, l'impérialisme est véritablement dans elle avait dit, c'est une hydre. C'est une hydre et dans cette dynamique-là. Et elle utilise tous les facteurs pour diviser. Diviser beaucoup de facteurs. Et ces notions de démocratie, des droits de l'homme, en réalité, sont des notions qui n'ont pas des valeurs strictes universelles. Vous comprenez, quelque part, les présidents qui tuent, qui malmènent leur population, qui bâillonnent, permettez-moi l'expression, comme l'a dit Sankara, qui bâillonnent leur peuple. Mais pour les Occidentaux, ce sont des démocrates, il n'y a pas de souci. Mais dès qu'il y a un dirigeant qui défend les intérêts de ces populations, celui-là, on le présente comme étant un dictateur, n'est-ce pas? Et on manipule des structures organisées, des forces organisées internes. On essaye de mettre en surface ou de donner plus de force peut-être à certaines insuffisances en termes de gouvernance interne pour opposer les uns et les autres dans l'espoir de pouvoir fragiliser, n'est-ce pas, la gouvernance à l'interne et opérer ce qu'ils ont toujours y à opérer, c'est-à-dire l'assassinat des leaders qui portent cette lutte anti-impérialiste. C'est comme ça ils l'ont fait avec les Lumumba, avec les Thomas Sankara, avec les Kadhafi et même ici avec le président Barré. C'est ça le truc quotidien de l'impérialisme. Donc il est extrêmement important que nous, au Niger aujourd'hui et au-delà du Niger, la Confédération des États du Sahel, qu'on prenne conscience que cette lutte que nous sommes en train de mener, c'est une lutte véritablement qui requiert de nous et beaucoup de vigilance, beaucoup de patience, beaucoup comment il s'appelle, d'incompréhension, et beaucoup de compréhension du moins, parce que comme elle a eu à le dire tout à l'heure, la gestion d'un État, c'est vraiment complexe. Une œuvre de longue haleine. Une œuvre de longue haleine. Détruire, en rien de temps on peut détruire, mais construire, c'est un processus qui prend du temps et qui requiert véritablement l'unité des filles et des fils autour de cet objectif-là, de cet idéal-là, et que chacun puisse apporter sa contribution pour pouvoir atteindre l'objectif sans pour autant oublier que l'ennemi d'en face a plusieurs manières de pouvoir saboter ce que nous sommes en train de faire. Permettez-moi, je vous donne juste un exemple en termes d'illustration. Et moi, même pas plus tard que la semaine passée, j'en ai été victime. On avait fait un point de presse récemment, la semaine s'est passée, où dans le point de presse, on a apprécié la libération des détenus politiques dans le cadre civil et militaire. Et donc, RFI, qui est un instrument de l'impérialisme, nous appelle pour nous dire, la Radio France Internationale, pour dire que bon, ils ont suivi notre déclaration, ils veulent savoir un peu plus c'est quoi. Voilà pourquoi on apprécie la libération, il veut savoir, etc., des détenus politiques, civils, militaires. On a rappelé qu'il s'agit d'une recommandation des assises nationales et que cela participe à renforcer la cohésion sociale, l'unité nationale et la réconciliation.
et que donc on avait demandé également que cette mesure-là puisse profiter à deux camarades dont on a relevé, le camarade Moussa Tchangari, acteur de la société civile, et Alassane Tinikal, qui est un acteur politique. Ils nous ont posé la question, et le cas est l'ancien président Bazoum. Voilà. Nous avons dit que pour lui, sa libération constitue une menace à la sécurité du pays et à la dynamique actuelle. Tant qu'il est dans la posture dans laquelle il est, parce qu'il constitue un instrument, on a l'exemple du Venezuela, où l'impérialisme a créé un gouvernement parallèle, des institutions parallèles qui vont continuer à rester, mais malheureusement, grâce à la détermination du peuple, heureusement d'ailleurs, ils n'ont pas pu asseoir leur truc. Donc Bazoum libéré aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il va aller dans une dynamique de faire un gouvernement parallèle, d'autres choses, et qu'ils vont essayer de continuer leur manœuvre, et que c'était pas possible. Mais ils ont posé la même question à un autre acteur qui dit oui, il doit être libéré, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Ils disent, il faut un article pour dire certains acteurs, la société civile apprécie la libération des détenus politiques, et certains d'entre eux demandent aussi un aspect d'aller plus loin en libérant les autres détenus politiques, dont le président Bazoum Mohamed, et ils prennent quoi? Ils prennent ma photo pour illustrer ça. Donc c'est comme si c'est... Mais il a fallu que... Donc quand je vis ça, on m'a envoyé ça, un camarade qui a vu ça, mais j'ai envoyé tout de suite, j'ai dit, moi, je lui ai envoyé mon audio. Et donc ils étaient obligés, j'ai exigé à ce qu'ils les enlèvent et qu'ils présentent leurs excuses, sinon je vais porter plainte. Et c'est ce qu'ils ont fait sur les sites, si vous partez actuellement. Ils ont dit qu'ils ont fait une erreur, mais qu'ils s'en excusent. Ni le M62, ni Ablaye n'a dit de libérer. Mais vous voyez, entre-temps, ils ont déjà réussi leur coup, parce qu'ils ont sémé la division, la confusion. Donc ils sont comme ça. Ils passent par les multinationales, ils passent par les syndicats, ils passent par les partis politiques, ils passent par beaucoup d'acteurs pour pouvoir, n'est-ce pas, mettre en œuvre leur main. Donc il faut faire extrêmement attention, être vigilant par rapport aux 1000 facettes de ces gens-là, comme a le dit Nathalie. Merci Ablaye. Merci. Oui, Abdraman Oumour, bonsoir. Et bienvenue aussi sur le plateau du Grand Débat. Qu'est-ce que vous allez ajouter sur cette conférence et pourquoi le choix du thème? Bon, moi je vais rebondir sur la dernière phrase du camarade Abdoulaye. D'accord. Vous savez, lorsqu'on parle de la lutte anti-impérialiste, en tout cas avant même les événements du 26 juillet 2023, vous savez, il y a un mot qui est très utilisé chez les jeunes, un peu partout. On parle de valets locaux. Et généralement, lorsqu'on parle de valets locaux à l'époque, les gens pensaient que les valets locaux, c'est uniquement ceux qui étaient au pouvoir et qui prenaient leur coup de fil, qui prenaient les ordres du Quai d'Orsay ou de l'Élysée. Alors, ce que les gens n'ont pas compris, c'est que l'impérialisme, alors, ils utilisent tout le monde, en fait. Les valets locaux, à l'époque, il y en avait et au niveau de ceux qui nous dirigeaient, mais également au niveau des partis de l'opposition, au niveau de la société civile, au niveau des étudiants, au niveau des artistes. Tout à fait. Et c'est dire que ils ont leurs représentants un peu partout, qu'ils manipulent et qui essayent de travailler pour eux. Actuellement, nous sommes dans la même situation. Avec ce qui se passe aujourd'hui, ils ont des cellules dormantes un peu partout. Aujourd'hui, tout ce que vous voyez, les critiques envers le régime, envers le général d'armée Abdraman Tiani, mais c'est ces valets locaux-là. Pourtant, ils ne sont pas au pouvoir, mais ils sont à la solde de l'impérialisme. Donc, il faut faire très attention. Et autre chose que je dis très souvent, c'est que le Niger est un pays spécial. Nous avons plus de 70% de la population qui est jeune. L'âge médian du Niger, c'est 15 ans. C'est vrai que la moitié de la population a moins de 15 ans. C'est dire que c'est des proies faciles. Sur les 70% de la population, certes, c'est vrai, c'est des jeunes, mais il y a beaucoup aussi qui n'ont pas ce niveau intellectuel pour comprendre les choses. Tout à l'heure, ma sœur l'a dit, on entend très souvent, disent que nous avons chassé les Français, nous avons chassé les Américains. Nous, on veut voir du concret. Et d'ailleurs, quand nous étions à l'université,
C'est ce que les jeunes ont commencé à dire. Côté sécuritaire. Pendant la conférence? Oui, pendant la conférence. Okay. Bon, on a compris que c'est ce qu'on avait commencé déjà à travailler. Oui. Mais dès que la sœur et le camarade Ablaï et moi, nous avons commencé à donner les réponses et les explications, ils ont compris. Et face à leur réaction, nous avons compris qu'en fait, on leur avait servi un autre discours avant notre arrivée. Ouais. Et là, ils ont commencé à comprendre. C'est pour ça la nécessité vraiment de multiplier les conférences. On aurait bien voulu être à Tawa, Maradi, Zender et dans les autres régions également, Agadez, Difa. Mais bon, notre camarade a aussi un programme chargé. Mais aujourd'hui, grâce quand même à ce grand débat, je pense que la jeunesse de Guingimi ou de Bilma ou d'Agadez, d'Ayoru vont nous écouter et comprendre vraiment les enjeux et de faire très attention à la manipulation dont le but est de diviser vraiment les filles et les fils de ce pays. D'accord. Merci Abdel, merci beaucoup. Madame, la division, vous l'avez dit, une arme historique de l'impérialisme occidental pour briser les luttes africaines. Qu'est-ce que vous fait dire ça et quelles sont vos preuves? Mes preuves sont l'histoire. C'est l'histoire. Ouais. D'accord. Sont dans l'histoire. C'est pour ça que on a mis historique dans le terme, dans le thème. En fait, quand on regarde l'histoire, c'est une suite de preuves de cette doctrine occidentale. L'Occident ne perçoit sa vision du monde qu'à travers des logiques belligérantes, de domination, de conquête, de force, de rapport de force. Ce n'est d'ailleurs pas seulement moi qui le dis ici aujourd'hui. Nous avons un individu qui a été président de la France, qui s'appelle Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, oui. Qui nous avait dit à une époque, depuis l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, que l'homme africain n'était pas assez entré dans l'histoire. Qui lui-même, entre-temps, est très suffisamment entré dans l'histoire judiciaire de son pays, bien sûr. En étant le premier ex-président français à être condamné et à porter un bracelet électronique. Oui, tout à fait. Ce monsieur a été auditionné récemment, je pense que la vidéo a circulé un peu partout, a été auditionné récemment devant le Parlement. Et lors de cette audition, il a dit, je le cite, la civilisation la plus brutale, la plus sauvage, la plus violente qui existe et qui ait jamais existé, c'est la civilisation européenne. C'est nous, c'est pas les autres. Fin de citation. Donc pour une fois, il a dit les choses telles qu'elles sont. Et c'est factuel. C'est factuel. Depuis toujours, ils ont divisé pour régner. Vous prenez, en ce qui nous concerne, la conférence de Berlin. Ils se rendent à Berlin en 1884, 1885. Ils prennent leur bic, leurs règles, et puis ils commencent à se partager l'Afrique. Il y a 14 puissances de l'époque qui sont là, et ils se partagent l'Afrique. Ils ne regardent pas les espaces communautaires qui existent. Ils ne tiennent pas compte de ça. Ils partagent, ils divisent des familles, ils divisent des clans, ils divisent des communautés, ce qui a encore des conséquences jusqu'à aujourd'hui, même dans certaines parties de l'Afrique. Tout à fait. Ça remonte à là. Ils ont divisé pour régner. Ensuite, vous le regardez pendant la colonisation, la France, par exemple, avait un espace où elle était puissance colonisatrice. Elle n'a pas, mais elle a quand même divisé cet espace. C'est ça. En Afrique équatoriale et en Afrique occidentale française. Et elle a créé une monnaie d'asservissement et elle l'a elle aussi divisée pour empêcher que quelqu'un qui vient de l'Afrique centrale puisse librement commercer, échanger avec son frère de l'Afrique de l'Ouest, etc. Donc ils ont toujours dans cette logique de division. Ensuite, il y a tous les conflits qui ont été instillés, encouragés, etc. Que ce soit au Tchad, que ce soit au Rwanda. Oui, alors là, c'est dans les grandes largeurs. Que ce soit en Côte d'Ivoire, au Nigeria, avec la guerre de Biafra, pardon. Absolument. C'est-à-dire que vous regardez, partout, ils ont encouragé
soit les divisions nord-sud, soit est-ouest, il y a toujours eu des fragmentations. Et en Côte d'Ivoire, ce qu'on a vu. Voilà l'exemple plus récent. Donc l'histoire là aussi nous prouve que c'est diviser pour régner. Maintenant, même au-delà de l'Afrique, il y a cette volonté de diviser pour régner quand ils veulent quelque chose. C'est ça. Et on l'a vu, et depuis d'ailleurs la guerre de Yougoslavie de 1991-2001, ils ont introduit une notion pernicieuse dont nous supportons les effets ici aujourd'hui. Ils ont introduit la notion de protection des minorités ethniques. Protection des minorités, c'est ça. Voilà. Alors eux, subitement, ils se préoccupent des minorités ethniques, ce qui est très intéressant. Sauf que après la Yougoslavie, ils en font une utilisation géopolitique. Avec cette notion qu'ils introduisent dans le droit international, ils se donnent le droit d'intervenir militairement à leur guise, là où ils veulent, pour protéger les minorités ethniques. Ils l'utilisent comme moyen de sanction, moyen de rétorsion et en plus donc comme moyen de division. Vous voyez, nous sommes les preux chevaliers, nous on vient vous protéger, c'est les autres qui sont les méchants, il faut vous battre pour avoir votre territoire, vous séparer, diviser. Ils l'ont fait en Yougoslavie, ils l'ont fait au Biafra, ils l'ont aussi fait chez les Ouïghours en Chine, la thématique des Rohingyas en Birmanie. Ce qui, je le disais aux jeunes, si vous remarquez bien, les minorités ethniques musulmanes, par exemple, ils veulent les protéger, mais quand elles sont loin. Quand elles sont en France, là-bas, chez eux, ils les qualifient d'ennemis, d'envahisseurs, de gens qu'il faut renvoyer chez eux. Chez eux, tout à fait. Et c'est la même chose qu'ils font ici en Afrique, donc le Biafra, ou alors les thématiques des Peuls, des Touaregs. Tout ça, ça sert à fragmenter, à diviser et à affaiblir. Parce que des peuples unis, seuls des peuples unis sont capables de reprendre leur destin en main, de corriger ce qui a été déconstruit. Et on remarque d'ailleurs que chez eux, ils font tout le contraire. Ils s'unissent, ils font tomber les barrières. L'Union européenne, Schengen, là-bas c'est la vraie intégration. Les gens sortent de chez eux, ils peuvent faire 4 pays dans la journée, sans sortir même une fois leur passeport ou leur carte d'identité. Alors qu'ici, au sein des espaces même régionaux qu'on a, je ne peux pas aller du Ghana au Togo sans montrer mon passeport. Et même sans d'ailleurs donner un peu d'argent pour qu'on me laisse passer. Donc on a l'histoire qui nous prouve cela. Et on a aussi l'histoire qui nous prouve que eux savent que c'est négatif parce que chez eux, ils combattent ceux qui veulent diviser ou qui veulent se séparer. Vous voyez les thématiques des Corses, des Bretons, des Lorrains, des Basques, des Catalans. Pas plus tard qu'en 2017 et en 2019, l'Espagne a sorti des mandats d'arrêt internationaux. On était tous là contre Carles Puigdemont, le leader indépendantiste catalan, qui s'est réfugié. Jusqu'au moment où nous nous parlons, il est réfugié en Belgique. En Belgique, voilà. Alors, nous, ici, on encourage des gens à dire séparez-vous, séparez-vous, il faut couper ici, il faut tracer ici. Mais chez eux, si quelqu'un parle, c'est pas possible. Chez eux, ils ont formaté quand même, ils ont ce que j'appelle le minimum républicain. Et je pense que ça, c'est un thème qui pour moi est très important. C'est-à-dire que ce qui encourage la division, mes camarades l'ont dit, c'est qu'il y a leur plan là-bas, mais c'est qu'ils ont des relais locaux dans toutes les strates de la société qui continuent d'œuvrer pour ça. Mais chez eux, je vous assure, Monsieur Abdoulaye, vous prenez un milliardaire qui va avec des millions de dollars voir des leaders politiques de l'extrême gauche à l'extrême droite du spectre politique chez eux, vous allez leur déposer de l'argent en disant il faut faire un coup d'État, il faut armer des jeunes pour obtenir la sécession. On va vous envoyer balader, ça ne va jamais marcher. Et il faut, c'est ce que j'appelle le minimum républicain. Ils sont pas d'accord, ils ont des désaccords, ils sont même idéologiques. On voit les débats. Mais ils ne vont jamais accepter qu'un étranger vienne les instrumentaliser pour casser le pays, pour attaquer le pays, pour endeuiller le pays. Jamais. Et il faut que nous, ici, nous fassions ce changement de mentalité qui va se projeter sur plusieurs années. On ne change pas les mentalités, on change le chemise. Mais
il faut, et c'est ce qu'on essaye d'initier aussi à travers ces cycles de conférences, de faire cette prise de conscience, même si on n'est pas d'accord. La discussion, la recherche du consensus, le débat permettent une maturation de la population. Bien sûr. On peut se diviser entre nous, on peut discuter, on peut être en désaccord, mais on ne peut pas laisser des étrangers venir nous instrumentaliser pour nous déchirer, alors qu'eux-mêmes sont hermétiques à cela. Voilà. Donc, c'était mes preuves. J'espère que le tribunal les jugera acceptables. Tout à fait. Parlant du débat, j'avoue que c'est ce que nous sommes en train de faire depuis le 26, et avec le soutien, en tout cas, du président de la République, parce qu'il soutient tout ce que nous sommes en train de faire. Et la preuve, ces débats sont ouverts. Tout le monde peut venir s'exprimer librement et tous les thèmes sont débattus. Donc, c'est pour vous dire qu'on est, en tout cas, on a pris, nous, les devants pour pouvoir faire cette sensibilisation à travers ces débats. Merci, madame. Merci. Oui, Ablaye, qu'est-ce que vous allez ajouter sur ce thème? Et la division, une arme historique de l'impérialisme occidental pour briser les luttes africaines. Voilà. Oui. La conquête de la souveraineté passe avant tout par l'exploitation des ressources nationales au profit de nos populations.